may be able to as a co-host. You might be able to do that. I heard your problem. I will forward it to Gideon from UNHCR. But if in the meantime the other UNHCR host could help, would be great. But I will forward your problem. Just a second. Are there many Arabic-speaking persons here in the session too? Please, hands up. I'm here, Abu Bakr, as an interpreter Arabic. Maybe I know, you can, but in the yeah. audience, can you maybe ask, please? So Yvonne, looks like we don't have an Arabic, someone who would need Arabic interpretation based on your requests. So I guess we can proceed. I agree. Anyone looking for a Spanish translation amongst the participants? We see we have the interpreter. Hello, this is a Spanish interpreter. I have not been assigned either, and my colleague has not been assigned. We need to be assigned, both of us, as interpreters, please. Okay, but we want to check if there'll be one who would need Spanish interpretation. If you can raise your hand amongst the participants. Okay. Okay, that's fine. Then noted. We'll do that. Okay. All right. So, colleagues, welcome to Pyro session 2, where we are going to have 2 presentations, and they have some couple of minutes for reflections. I'm your moderator. I'm Billy. I'm speaking from Malawi, and I work for CARE as a gender specialist. I also have my colleague. You want to introduce yourself, Luke? Thanks, Billy. Yes, my name is Luke, and I am co-facilitating with Billy. I work for Tearfund, and I'm very happy to be part of this. And colleagues would like to ask you if you can introduce yourself in the chat box. In the interest of time, would ask you to introduce yourself in the chat box. So to continue our discussion on engaging men and boys, would like to introduce to you our first presenter. Our first presenter is, and you pardon if I mispronounce your name, Dr. Aziza Aziz Suleiman. She is the coordinator of the Regional Psychosocial Program in the Great Lakes region, working with the Swiss Development and Cooperation Agency. She's based in Burundi, and currently she coordinates projects in Burundi, Rwanda, and South Kivu in DR Congo. Aziza brings 17 years of experience working in the field of reproductive health and in the fight against sexual gender-based violence in the Great Lakes region. And she shares her experience as well as her thoughts on her blog, which I will share in the chat box. She's a doctor by profession, but she has a master's in public health from the Catholic University of Bukavu, as well as a professional master's in gender and development from the IHEID. She has, Aziza has worked with non-governmental agencies, and then she moved on to UNFPA in emergency and humanitarian projects. She has worked with the Swiss Development and Cooperation Agency since 2012, and she specializes in programs to combat SGBV with a focus on community aspects, women's rights, as well as mental health promotion. Today, we are honored to have Aziza, and we'll be making a presentation
on community-based psychosocial approach to working with men and boys in the Great Lakes region, where she's going to share with us her experiences as well as models that are being used. And I'm sure at the end of her presentation, we'll grab one or two key areas that we can use in our programming. After her presentation, I'll ask Luke to introduce our next presenter, and then we'll have reflections. Colleagues, join me in welcoming Dr. Azinza Aziz Suleiman, as she'll be sharing with us the community-based psychosocial approach to working with men and boys in the Great Lakes region. Aziza, it's your turn. Thank you. Bien, merci beaucoup pour la parole. Alors, j'avais envoyé ma présentation. Je voudrais que la modération puisse la présenter. Est-ce que c'est possible ou bien il faut que je partage moi-même ma présentation? Sinon, si on peut la présenter, c'est bien aussi. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler un petit peu du contexte dans lequel se déroule le projet. Je vais vous parler de l'approche psychosociale communautaire, c'est-à-dire l'approche que nous utilisons pour travailler avec les hommes et les garçons. Je vais aussi aborder la question de comment la coopération suisse, donc la DDC, propose de travailler ou d'engager les hommes et les garçons dans la lutte contre le VSBG. C'est très important aussi de discuter un petit peu sur la gestion des résistances, parce que les résistances sont malheureusement là, ou je peux même dire heureusement qu'il y a des résistances qui offrent des opportunités. Et enfin, je vais aussi parler quels sont les effets positifs essentiellement que nous avons dans notre projet lorsque nous travaillons ou nous engageons les hommes et les garçons. Alors, tout ça, c'est basé sur l'expérience des projets. Et je vais vraiment vous demander d'être ouvert d'esprit. Peut-être que ce n'est pas exactement la même chose que ce que nous avons sur les théories ou ce que nous avons sur les stratégies d'intervention, mais je vais vraiment me focaliser sur l'expérience des terrains. Alors, je commence par le contexte. Est-ce que la modération peut partager la présentation, s'il vous plaît? Donc, nous travaillons, la coopération suisse travaille dans la région des Grands Lacs. Ça fait plus de 10 ans que nous avons ce programme dans cette région. Et c'est une région qui, malheureusement, cela fait 30 ans, qui est marquée par des conflits armés. Vous avez sûrement entendu parler ou vous avez vécu vous-même les questions des guerres ici, à l'est de la République démocratique du Congo, au Burundi, malheureusement les génocides au Rwanda. Et tout ça a malheureusement façonné les communautés dans une forme où nous avons beaucoup de blessures, beaucoup de comportements assez violents par rapport à ça. Alors, ces 3 pays, parce que le programme se développe dans 3 pays, notamment le Burundi, le Rwanda et pour la RDC, c'est seulement dans quelques territoires au sud Kivu, présentent des similarités notamment culturelles. On revient d'abord sur les normes patriarcales, qui sont un petit peu les mêmes partout. Et ces normes patriarcales entraînent, on va dire, dans les 3 pays, un certain nombre de développements que je vais vous dire. D'abord, au Burundi, spécialement, nous nous concentrons avec les projets sur la place précaire de la fille burundaise. Nous travaillons avec des organisations qui essaient de toucher cette question de la précarité de la jeune fille et ça entraîne malheureusement des grossesses non désirées. Nous travaillons aussi sur la persistance de l'impunité avec les auteurs des violences, surtout à l'est de la RDC, où nous avons un contexte vraiment très fragile dans nos zones d'intervention. Nous avons aussi un souci qui est global, c'est la profondeur des blessures. Ça, c'est quelque chose qui est très important à saisir, c'est la profondeur des blessures en lien avec la situation des conflits armés et les événements qui se sont déroulés pendant ces 3 décades. Alors, il y a eu beaucoup d'avancées, que ce soit au niveau des pays, que ce soit au niveau de la société civile, sur les questions des droits des femmes.
C'est important à souligner parce que lorsqu'on travaille avec les hommes, cette question revient. Ils ont souvent l'impression que ces avancées des droits des femmes les mettent dans une situation d'insécurité, de transformation de beaucoup de choses et leur place est peut-être maintenant, ça devient un petit peu mitigé de savoir où est-ce qu'ils peuvent se mettre. Autre chose qui est intéressant à savoir pour ce contexte dans lequel nous travaillons, c'est qu'il y a il y a d'abord un tabou généralisé sur les questions de l'homosexualité, sur les questions des LGBTQI. Et ça, c'est vraiment, ces tabous-là, malheureusement, comme on le verra plus tard, handicapent les questions de travail sur les masculinités. Après, il faut aussi savoir que nous avons des services qui sont offerts dans des situations de contexte humanitaire, qui sont des services focalisés uniquement sur la survivante, et je dis bien la survivante, les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Les services sont très individualisés et souvent ne tiennent pas compte de tous les affects qui ont touché la communauté. Voilà un peu ce que je peux dire sur le contexte. Et si je parle du programme psychosocial, eh bien, il est financé par la coopération suisse depuis environ 10 ans. Ça vient d'un programme humanitaire grâce à une visite des parlementaires suisses qui étaient là depuis 2010. Et c'est un programme des 4 phases. Il va prendre fin en décembre 2023 et nous avons normalement autour de 9 millions de francs suisses par phase. Maintenant, nous allons clôturer ce programme en décembre 2023 normalement. Et c'est des contributions qui sont faites aux partenaires essentiellement nationaux. C'est important, cette orientation stratégique, de travailler avec des partenaires locaux, donc la localisation de l'aide, et on va y revenir un peu plus tard. Nous travaillons sur 3 axes d'intervention. Un premier axe sur lequel je vais me focaliser, c'est le travail avec la communauté pour que les communautés deviennent actives et qu'elles puissent offrir des cadres d'espace de protection pour lutter et prévenir les violences sexuelles basées sur le genre, grâce à cette approche psychosociale communautaire. 2 autres axes d'intervention sont aussi adressés, notamment la prise en charge holistique des victimes, donc cette approche individualisée, comme vous le savez, médicale, psychosociale et réintégration économique. Et aussi, nous travaillons beaucoup dans le dialogue politique pour faire améliorer les cadres d'intervention, des lois, des politiques, l'administration, etc. Beaucoup d'interventions sont aussi menées pour renforcer les capacités des organisations avec lesquelles nous travaillons. Alors, qu'est-ce que cette approche psychosociale communautaire? C'est une forme de... C'est une sociothérapie, mais je peux aussi dire une ingénierie sociale, qui consiste à travailler avec des communautés groupées, avec lesquels on va travailler sur un long processus un processus de guérison. Ça commence d'abord par des ateliers de conscientisation. C'est-à-dire que nous avons 5 séries d'ateliers, dont le premier groupe, c'est un atelier de conscientisation. L'élément le plus important ici, c'est que quand on travaille avec des hommes et des femmes dans cet atelier, c'est qu'ils puissent prendre conscience d'abord de ce que c'est que la sexualité humaine par rapport à leur propre vécu, la violence humaine et on conclut par la violence sexuelle. Cette prise de conscience permet à chacun d'abord de comprendre ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait vivre et comment les conséquences se voient au niveau individuel et communautaire. Et donc, nous partons d'un postulat que la violence n'est pas un événement fortuit, mais c'est un cycle des relations négatives qui se passe entre les personnes d'une communauté et à différents niveaux, on peut être victime ou tout comme les victimes d'hier peuvent devenir des auteurs, des bourreaux. Donc ça, c'est une première étape. Par la suite, nous passons à une deuxième étape qui est la gestion du deuil ou la traversée du deuil. C'est par là que commence maintenant le processus de guérison. Nous avons 3 niveaux d'ateliers. Ça peut être un seul atelier ou plusieurs ateliers qui prennent en moyenne 5 jours chacun, où les participants passent par la traversée du deuil comme un vécu, les deuils étant ce qu'on a perdu, comme les personnes proches, les humains, les familles, mais aussi sa propre innocence, par exemple, la masculinité ou la féminité, la virginité qu'on a perdue, etc. Et on passe maintenant à la gestion des sentiments, la gestion des sentiments associés à cette perte.
qu'est-ce qu'on ressent, comment on les vit, pourquoi on les vit ainsi. Et après seulement, on peut passer à l'atelier ou aux ateliers de pardon et réconciliation. Se pardonner soi-même, pardonner les autres, se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec les autres. C'est à ce niveau de ces 3 ateliers-là que les processus de transformation commencent. La prise de conscience des violences, les conséquences, mais aussi le fait qu'on est guéri et qu'on veut maintenant aider les autres. À l'issue de ces processus, on passe par un projet de vie qu'on va proposer et que l'on peut maintenant mettre en œuvre. Alors, c'est différent de l'approche individuelle ou individuo-centrée. Les approches communautaires et les approches individuo-centrées sont complémentaires. Il n'y en a pas une qui est plus que l'autre, mais elles doivent être complémentaires. Néanmoins, il y a des nuances et c'est très important de savoir qu'est-ce qu'une approche individuelle et qu'est-ce qu'une approche communautaire. Parce que souvent, on peut avoir des approches individuo-centrées qui se passent dans la communauté et on peut confondre et se dire nous sommes en train de faire des approches communautaires. C'est pas ça. Alors, l'approche individuelle considère que les blessures et les violences sont attribuées à des personnes individualisées. C'est-à-dire qu'il y a un perpétreur, donc un auteur des violences, et il y a une victime. Alors que dans l'approche communautaire, c'est un peu plus ouvert, c'est-à-dire que les violences et les blessures sont attribuées aux communautés. À différents niveaux, on peut être victime et on peut être aussi auteur ou autrice. Voilà. Dans la prise en charge, l'approche individuelle offre une prise en charge, on va dire, holistique, mais qui est centrée sur l'individu, sur son corps, c'est médical, sur ses droits, c'est légal, sur le psychosocial ou le socio-économique, ou la réintégration, c'est-à-dire qu'on se focalise sur la personne qui a demandé de l'aide et qui vient chercher de l'aide. Alors que dans les approches communautaires, on se focalise sur les groupes. On s'est dit que ce soit la personne qui a subi l'agression directement, les témoins ou même les personnes qui ont participé, toutes ces personnes-là, on doit adresser une action spécifique et ces personnes doivent se retrouver et se soigner de manière communautaire, ensemble, par ces processus thérapeutiques que j'ai décrits tantôt. Alors, dans l'approche individuelle, le professionnel est un expert. Ça peut être un médecin, ça peut être un psychologue, ça peut être un juriste ou bien un magistrat. En tout cas, c'est un expert qui vient, qui donne, qui offre un service. Alors que dans les approches communautaires, en tout cas dans l'approche psychosociale communautaire, le professionnel est lui-même co-auteur de l'action de guérison. Il fait partie du processus. Il doit aussi participer à ce processus. Il est peut-être conseiller, facilitateur, mais il partage aussi et il est dans le processus de guérison. Donc, tous les professionnels, par exemple, qui font cette approche, sont elles-mêmes, ces personnes sont elles-mêmes passées par ce processus que je vous ai décrit tantôt. Et après, un autre élément important à prendre en compte, c'est la cible. La cible des actions dans les approches individuelles. Donc, nous avons 2 groupes, essentiellement l'un contre l'autre, on va dire. En tout cas, 2 groupes très séparés. Un groupe des victimes, qu'on appelle aussi survivants, et un groupe des auteurs des violences. C'est important, bien sûr, de travailler avec les individus qui sont des vulnérables et qu'on appelle les bénéficiaires. L'objectif, c'est d'aider la victime et de punir l'auteur des violences ou l'autrice. Mais en ce qui concerne l'approche communautaire, les victimes ou les différents niveaux de victimisation sont différenciés parce qu'on comprend que non seulement les survivants de l'acte perpétré, mais aussi la personne qui a perpétré l'acte et les témoins, toutes ces personnes-là ont un rôle et ces personnes doivent travailler ensemble, sont à des différents niveaux de victimisation et doivent se soutenir. Je ne dis pas qu'on soutient l'auteur des violences, mais je dis que l'auteur des violences nécessite aussi un accompagnement de compréhension d'abord, de conscientisation, mais aussi un processus de guérison pour comprendre qu'il y a aussi des comptes à rendre. Voilà. Alors, c'est ça un petit peu l'approche psychosociale communautaire que nous faisons. Maintenant, pourquoi nous devons travailler avec les hommes? Que ce soit dans cette approche psychosociale ou tantôt la discussion de tout à l'heure, on est revenu là-dessus. Travailler avec les hommes, c'est une opportunité de questionner, comme je l'ai dit,
d'analyser de manière critique les questions d'inégalité. Ce n'est pas seulement les amener à dire, ah bon, voilà votre rôle, puisque nous allons travailler avec les hommes, vous êtes nos alliés, vous devez faire ceci ou cela. Non, il faut vraiment que ce soit une opportunité pour discuter avec eux sur ces inégalités, ce qui nous offre la possibilité de remettre en question un certain nombre d'activités ou de normes ou des stéréotypes nuisibles. Et donc, si nous discutons sur ça, si nous remettons en question, si nous analysons tout ça, on va normalement aboutir à certains effets qui sont de réduire les violences, et spécifiquement les violences basées sur le genre. Ça va nous amener aussi à rétablir, à guérir ou le rétablissement physique, psychologique, socio-économique des personnes au sein des communautés. Et pas seulement les survivants directs de l'action commise maintenant, mais même des actions passées. Et ça va maintenant promouvoir la justice sociale, l'équité, de telle manière que tout le monde puisse jouir équitablement des droits. C'est ça qui doit être le fondement. En tout cas, c'est ça le fondement dans notre approche psychosociale communautaire. Et lorsque nous travaillons avec les hommes, c'est clairement explicité, que ce soit avec les partenaires ou avec tout le monde. Alors, la DDC propose évidemment de travailler avec les hommes et on nous propose ce schéma-là avec 4 focus d'intervention. Voilà. Comment travailler avec les hommes? Nous avons vu que beaucoup de questions sont revenues et pour travailler avec les hommes, on propose 4 focus. Hein. Premièrement, c'est focaliser sur les conditions de vie des hommes. C'est important de savoir où est-ce que les hommes travaillent, où est-ce qu'ils quels sont leurs besoins, quelles sont les préoccupations, quels sont leurs intérêts. Et puis aussi, les hommes ne sont pas un groupe homogène. Il y a dedans des jeunes, des hommes aux besoins spécifiques, des hommes qui décident ou qui ne peuvent pas faire autrement à ce moment-là, de régler les problèmes, les conflits. C'est important que le travail soit fait sur la compréhension des effets oppressifs sur les hommes en lien avec les inégalités des genres, sur les hommes et sur les femmes. Donc, c'est important de travailler avec les hommes sur les effets oppressifs des stéréotypes qu'il y a. C'est important aussi de travailler avec les hommes pour qu'ils comprennent comment les normes patriarcales, comment les normes de masculinité travaillent sur eux et les obligent d'agir d'une certaine manière. Et là, la question maintenant, tout le travail va consister à ce qu'ils arrivent à remettre en cause ces normes, à se dire qu'ils ne sont pas obligés d'être assujettis à ces normes. Ça, c'est le focus sur les questions de genre et de l'égalité. C'est important aussi de travailler sur les méthodologies, les aspects méthodologiques, les guidelines et tout ça. Parce qu'on ne peut pas travailler seulement sur une question verticale, il faut absolument que ce soit à différents niveaux, travailler avec les partenaires existants, mais aussi travailler avec les efforts des femmes. Il faut ce lien-là, le lien entre le travail avec les hommes, mais aussi avec les efforts des femmes qui sont faits là-dedans. Et là, ça demande donc des compétences additionnelles, vous allez les voir. Tout ça, c'est bien beau, mais on ne peut pas avancer sans travailler sur les politiques, sur les plaidoyers pour avoir d'abord un environnement sain avec des lois inclusives, n'est-ce pas, qui incluent les rôles et les responsabilités des hommes dans la lutte contre les VSBG. Il nous faut aussi un engagement et une redevabilité à haut niveau. Et donc, il faut travailler vraiment sur l'institutionnalisation et les institutions en rapport avec cette question de l'intégration des hommes, la responsabilité des hommes et le travail avec l'engagement des hommes dans la lutte contre le VSBG. Voilà ce que la DDC propose. On va vous donner un lien pour que vous soyez informés. C'est toute une fact sheet très intéressante que je vous conseille de lire. Alors, quelles sont les fondations et bases pour un travail avec les hommes et les garçons? La première chose, c'est qu'il faut d'abord former les compétences auprès des ONG locales, les ONG qui travaillent. Alors, pour notre programme, nous avons un choix stratégique qui est de travailler avec les organismes
organisations nationales. Pourquoi? Parce qu'elles ont un fort ancrage communautaire. Ce sont des organisations qui ont un processus d'abord de formation en interne basé sur ce qu'elles apprennent de la communauté. Donc, ce sont des organisations aussi qui, dont les agents qui sont affectés aux activités, eux-mêmes sont passés par cette approche communautaire et que nous, dans notre jargon, on dit qu'ils sont guéris, qu'ils ont travaillé sur leurs propres blessures et qu'ils sont guéris. C'est aussi des ONG qui sont dans un processus d'apprentissage avec les communautés. Nous, presque chaque année, on fait un travail de capitalisation, on écoute les communautés et on se pose la question de savoir ce qui se passe là-dedans à l'écoute des communautés. Elles ont aussi développé des méthodes innovantes de travail avec les hommes et les garçons pour diriger ces processus de travail, des dynamiques des groupes. Et bien sûr, à la base, ça il faut le savoir, à la base, c'est d'abord des organisations qui luttent contre les VSBG et qui ont un agenda, bien sûr, de travailler avec des femmes. C'est de promouvoir aussi l'émancipation des femmes dans le contexte, dans le milieu son. Alors, on doit aussi, un deuxième point qui est très important, bien comprendre le contexte. Et quand je dis bien comprendre le contexte, je dis qu'il faut absolument une analyse très exhaustive, notamment sur les besoins fondamentaux des communautés. Parce que parfois, on peut venir avec des théories, et c'est ce qui nous est arrivé un petit peu, heureusement qu'on a corrigé tout ça, on peut venir avec des théories, on peut venir avec un certain nombre d'éléments en se disant c'est ça qui est bon pour la communauté, mais lorsqu'on est en train d'analyser, on se rend compte qu'il y a des intérêts différenciés, des différents acteurs, et donc comprendre les normes sociales, les constructions des genres dans la communauté, c'est très, très important. Et ça nous permet de prendre conscience des barrières socioculturelles et de savoir maintenant avec la communauté quels sont les moyens pour les surmonter. Alors, il faut une base de données. Si vous collectez des informations sur les questions des violences qui se passent là-bas, c'est très important de voir ce qui se passe. On peut revenir un petit peu en arrière. Un élément important aussi, c'est les références des cadres au cadre légal qui existe et les acteurs institutionnels, notamment l'État, notamment les bonnes pratiques qui sont là. Et c'est important aussi d'utiliser la communauté en tant que ressource. Je vais insister là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut identifier dans la communauté quelles sont les ressources existantes. Par exemple, est-ce qu'il existe des cadres communautaires? La photo qui est là, c'est un baraza communautaire qui existe déjà et les partenaires profitent de ces barazas communautaires pour discuter avec les hommes sur des questions qu'on doit remettre en cause. Donc, identifier les ressources existantes dans la communauté et travailler avec ces ressources. Ça peut être des influenceurs, ça peut être des décideurs, ça peut être aussi des cadres de réflexion. Et là, on travaille avec ces personnes. Alors, quelles sont les activités que nous menons? Alors, il y a beaucoup d'activités que nous menons avec les partenaires. Ça dépend du pays, ça dépend aussi de l'ONG et de son mandat. Mais je vais dire que c'est toute une séquence d'actions qui s'influencent mutuellement. Ça vise deux niveaux. Donc, d'une part, on travaille sur les individus, l'homme concerné, mais d'autre part, on travaille aussi sur la communauté, n'est-ce pas? On travaille sur la communauté comme un tout. Alors, d'abord, on commence par prendre en charge les hommes, les garçons, pour un accompagnement soit individuel, soit de groupe. Il y a ma collègue bientôt qui va parler de cette approche Indashikirwa qui a été faite au Rwanda, que nous utilisons aussi beaucoup. Et donc, travailler sur l'homme lui-même, comment il réagit par rapport à lorsqu'il est en colère, lorsqu'il doit faire face à quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord. C'est très important de travailler ça. Aussi, nous devons travailler, et là, nous travaillons avec les survivants des viols, les époux, les conjoints, les concubins, les toxicomanes. On travaille de manière individualisée et des groupes. Ensuite, nous devons renforcer les capacités à travers les formations et les sensibilisations. Là, nous travaillons avec les hommes en uniforme, les relais communautaires ou bien les personnes ressources dans la communauté, les prestataires des soins et des thérapeutes. Nous travaillons aussi les acteurs de la chaîne pénale, c'est-à-dire les juges, les avocats, la police et tout ça. Ces personnes-là pour renforcer leurs capacités à travers des formations et des sensibilisations. Point important, nous devons mettre en place aussi, et nous avons mis en place, des cadres d'échange avec les hommes et les garçons. Là, c'est important de travailler avec les pères violents, par exemple, les jeunes aux besoins spécifiques, les leaders communautaires. Nous travaillons avec les ex-prisonniers génocidaires.
Nous travaillons avec les hommes en uniforme et les hommes influents dans les communautés comme les faiseurs d'opinion. Donc, nous mettons en place des cadres d'échange avec des hommes et des garçons pour questionner, analyser et comprendre comment est-ce que de telles actions se passent dans la communauté. Point à ne pas négliger, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer dans la communauté, c'est fait avec les leaders locaux, les décideurs, les hommes en uniforme, etc. Ça, nous devons travailler avec ces personnes. Alors, j'ai dit que je vais vous parler de la gestion des résistances. C'est très important de parler des résistances. C'est quoi les résistances? Nous définissons les résistances comme des situations où les hommes refusent catégoriquement de renoncer à leur position de pouvoir et à leur comportement violent. Donc, échecs. Donc, on n'arrive pas à avancer avec le processus. Alors, pourquoi les résistances sont très fréquentes lorsqu'on travaille avec les hommes et les garçons? Et pour ceux et celles qui vont travailler là-dedans, sachez que vous allez les rencontrer. D'abord parce que les hommes n'ont pas appris, en tout cas dans nos zones d'intervention, à se remettre en question. Ils ne savent pas comment est-ce qu'il faut faire pour se remettre en question. Ça n'a pas été, ça ne leur a pas été appris. Ils sont toujours dans une situation de pouvoir, des privilèges, parfois même d'impunité. Donc, pourquoi se remettre en question? Et parfois aussi, ils tentent de répondre aux attentes que la société a placées en eux. C'est-à-dire, on attend d'eux un certain comportement. Et eux, ils doivent agir face à ce comportement-là. Voilà comment on explique ces résistances qui sont, dans le cas de nos zones d'intervention, la manifestation de leurs efforts, des efforts des hommes pour ne pas laisser le peur, les insécurités s'installer. C'est une manifestation pour maintenir le pouvoir sur les décisions qu'ils prennent et une manifestation du contrôle. Alors, pour nous, les résistances sont des opportunités. Dans quel sens? Dans ce sens que ça offre des points de départ pour commencer un travail ou une discussion sur les obstacles. Donc, on comprend que quelqu'un résiste, il ne veut pas envoyer sa fille à l'école, il résiste, on va chercher à comprendre pourquoi et on comprendra que pour lui, c'est une façon de sécuriser sa fille parce que s'il envoie la fille à l'école, elle va être harcelée par l'enseignant, par autre chose. Ça devient donc un point de départ d'une discussion. Puisque nous avons en commun le bien-être de votre fille, vous comme nous, comment on peut protéger cette fille tout en lui rajoutant de l'instruction? Donc, vous comprenez que la résistance devient une opportunité pour contourner l'obstacle et commencer le travail de dialogue. C'est aussi comprendre la signification de cette résistance que nous appelons résistance pour la personne concernée. Parfois, c'est leur façon de maintenir l'ordre établi. Alors, on peut aller la discussion un peu plus loin. Réflexion sur soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ordre établi? Et pourquoi on doit garder cet ordre comme ça? Et en allant de pourquoi en pourquoi, on va arriver forcément à un point de convergence qui permet, bien sûr, de s'ouvrir sur l'autre. Comme je vous ai dit, il faut rester quand même ouvert. Hein? Donc, de s'ouvrir sur l'autre et d'arriver au même objectif où on est en convergence, mais par d'autres voies. Des voies moins violentes pour les femmes et les filles. Alors, quels sont les facteurs de succès? Les facteurs de succès, j'en ai juste dit, il y en a beaucoup, mais vous pourrez aussi les lire dans notre ouvrage de capitalisation. D'abord, c'est focalisé, comme je l'ai dit, sur l'homme, comme des individus, sur leurs expériences et sur leur vie. C'est important. Il faut aussi donner un rôle proactif à l'homme, aux hommes, je veux dire, parce que ce n'est pas un groupe homogène, comme je l'ai dit. Et quand je dis un rôle proactif, qu'est-ce que je sous-entends par là? Nous avons des personnes ressources, nous avons des champions, nous avons des structures communautaires qui peuvent favoriser une approche pour entrer chez les hommes. On peut travailler avec des hommes modèles, des hommes champions, qui peuvent maintenant nous aider à intégrer des groupes d'hommes des bazars communautaires, comme vous pouvez le voir sur la photo. On devra aussi travailler sur les conditions, les cadres législatifs et les acteurs institutionnels. Donc, on doit s'informer sur les lois existantes, on doit identifier les acteurs institutionnels engagés et on doit travailler avec ces personnes. Ce qui est important aussi, c'est qu'il faut des processus parallèles. Donc, d'un côté, on travaille avec les hommes individus, avec les sous-groupes que j'ai mentionnés, les hommes aux besoins spécifiques, les leaders, les pairs et tout ça.
Et d'un autre côté, on doit travailler avec la communauté comme un tout pour travailler sur les questions des blessures, ce qui fait que les deux, ces processus parallèles à un moment vont permettre d'avoir un environnement où on peut maintenant discuter des questions sur les violences faites aux femmes de manière ouverte. Alors, je ne vais pas vous mentir, ça prend beaucoup de temps. Nous-mêmes, ça nous a pris autour de 3 à 4 ans avant de voir des véritables changements dans les chefs des communautés. Et quels sont ces changements? D'abord, il y a moyen, effectivement, de mesurer ces changements. Et d'abord, c'est l'augmentation du taux de fréquentation. Ça va? Que ce soit les hommes ou les femmes, il y a beaucoup d'hommes et des femmes qui ont subi des agressions, des violences. On va les voir. Ils vont venir demander de l'aide. Et ça permet aussi de voir comment elles sont prises en charge. Des témoignages des changements. D'abord, les hommes eux-mêmes vont le dire. Moi, j'ai vu un homme qui, pendant les témoignages, ça m'a beaucoup frappé. Il m'a dit, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de joie à voir son fils, son bébé, venir et vous embrasser quand vous rentrez du travail. Et je me rends compte que j'ai raté ça avec mes précédents enfants. Donc, c'est des témoignages comme ça montrent que la personne a pris conscience que de travailler ou bien d'avoir des relations harmonieuses en famille permet d'avoir un bien-être aussi. Et donc, être un père violent, très patriarcal, ça ne l'aide pas à s'épanouir, mais s'ouvrir à ses enfants, il y a aussi beaucoup de bien-être sur soi. Donc, on a aussi des témoignages des femmes qui vont vous dire maintenant, ils mettent dans les tâches ménagères, etc. Alors, on a aussi l'amélioration de la dynamique psychique chez les femmes ou les survivantes des violences de ces précédents ou de ces ex-auteurs. Les femmes vont avoir une meilleure dynamique psychique. On peut mesurer aussi les degrés d'intégration des survivantes dans les communautés. Dans les communautés où on travaille avec les hommes avec cette approche, on voit que les survivantes de viol sont mieux acceptées. Et puis, on voit dans les familles où on a travaillé avec les hommes que les revenus, les activités génératrices des revenus ont permis d'améliorer les conditions de vie. Et nous, chaque année, on mesure la satisfaction des bénéficiaires. Ça marche. On voit que les bénéficiaires augmentent, donc le taux de satisfaction est toujours au-delà de 85% par rapport aux activités du projet. Donc, ça permet donc les effets à long terme, c'est que dans les communautés, on ne va plus cacher cette question de violence. Ça ne devient pas une question taboue, les gens cherchent de l'aide. On voit aussi que les plaintes auprès des autorités, en tout cas les autorités nous disent, maintenant nous ne sommes plus là à régler des questions pour punir des gens, mais les gens cherchent des solutions harmonisées elles-mêmes. On voit qu'il y a une réduction des violences. Les gens recourent maintenant au dialogue. Les gens recourent à des confrontations d'une manière pacifique et puis ça favorise des mécanismes durables et rapides de réinsertion. Après, je dois quand même vous dire qu'il arrive que dans certains cas, surtout au début, quand on commence, que dans certaines situations, certains hommes se sentent très oppressés par des stratégies comme ça. Et certaines femmes disent, ah, maintenant il faut faire attention parce que comme ils se sentent oppressés, il augmente même, il y a des situations de violence qui sont augmentées. Donc il faut quand même voir ça. Et dans certaines communautés, au début, on commence par déconsidérer certains hommes qui décident, par exemple, d'aider aux tâches domestiques. Ça peut arriver. Ça aussi, il ne faut pas minimiser. Et nous avons vu aussi des cas où, au début, les femmes sont accusées d'avoir ensorcelé le mari parce qu'il est devenu tout gentil. Avant, il était méchant, maintenant, il est devenu tout gentil. Voilà, donc je peux conclure en disant que nous avons quand même des outils, n'est-ce pas? Nous avons des outils, notamment des manuels, des guides de formateurs, des outils de monitoring et un ouvrage de capitalisation sur ce travail avec les hommes. Merci beaucoup. Thanks so much, Azinza, for sharing those key highlights around how we can work with men, especially in the area of psychosocial support. In your presentations, you have highlighted quite a number of areas, and very important is the 4 key areas that we need to work with men. We need to look at issues of their livelihoods. We need to build their agency on gender, especially around issues of masculinities, but also we need to change the relations. So linking our work with the women's rights work,
but also looking at working in partnership with others, especially those that are already in our area. And you have also talked about issues of laws, policies, that we need to link our work to the legal and policy frameworks and all that. So thanks for sharing. And lastly, one thing that caught my attention is let's look at resistance as an opportunity to our programming. So thanks for sharing that, Azinza. In your presentation, you did mention that very critical is working with the men and boys, looking at issues of activities. And for us to learn on what we can do, let me invite Luke to introduce our next speaker, who will speak about lessons learned from a program in Rwanda. Luke. Great, thank you. Can you see my screen? Hi, Luke. Introduce our next speaker, please. Great, thank you. Yes. So our next speaker is Rita Niratunga. I hope I pronounced that right. Please correct me if not. She is a gender activist and practitioner with over 12 years of experience working in violence against women and girls prevention. She's a very skilled programmer for violence prevention and focuses on working with couples, engaging men and boys for violence prevention. She has experience programming for and with adolescent girls from her role as a partnerships manager at the Girl Effect Rwanda, and working at the Rwanda Men's Engagement Resource Centre. She's contributed to building capacity for local NGOs and integrating male engagement approaches in the violence against women and girls prevention work, both working as a training designer as well as a facilitator. She's played a very active role in designing and implementing Indashikirwa. I hope, again, you can correct me on that one. Working on that program, which has evidence and about reducing intimate partner violence in Rwanda. She is based in Kigali and currently works for the Prevention Collaborative as a senior associate. So welcome and thank you for presenting with us. Thank you so much, Luke. And I'd like to thank Dr. Aziza so much, because you kind of took me back to my work with Rwanda Men's Resource Center, where we were using a lot of, the approach, the mass engaging men, like the positive masculinity. So it took me back to my work with RAMREX. So thank you so much. I'm really humbled to be presenting, and let me know if my connection goes low, because we have a kind of weird weather. So thank you for sharing the screen for me. I have like 1 or 2 slides that I had added. After that, maybe I can just speak to that. So I'm going to be sharing the lessons we learned from engaging men in Indashikirwa program. So if you can go to the next slide, I want just to give a quick overview of what Indashikirwa is for those who may not be familiar with this. So Indashikirwa program was a 4 years IPV program, Intimate Partner Violence Prevention program, that was implemented in Rwanda by a consortium of 3 organizations. Internal and colleagues from CARE here can relate to this. Rwanda Men's Resource Center, the organization I work for, and the Rwanda Women's Network. And it was mainly implemented in rural areas of Rwanda in 7 out of the 30 districts of the country. And these districts are in 3 provinces. And they were chosen actually due to the high rate of IPV as per the DHS, and also because there were a big concentration of village saving loans and associations, which are CARES microfinances, as part of their big women economic empowerment program. So this, as you mentioned, there is evidence attached to this in Indashikirwa. So there was an impact evaluation that was conducted by the What Works to Prevent Violence, which many of you may be familiar with
what works to prevent violence against women and girls. I know they have just launched the phase 2. So, and it was funded by the then DFID, now the FCDO. So next slide. On the next slide, I'm just going to give the components of Indashikigwa, if you can just go there. So Indashikigwa can be understood as a program that had 4 main components, and these components can be subdivided into 2. The first one being a couple training, and another one being creation and strengthening of an enabling environment for the change to happen, the activity to happen. So for the couple training, we had 21 sessions with male and women and female, the couples. Actually, it was mainly for heterosexual couples, as I know my colleague talked about the exclusion, and we're going to talk about that. And these had to have lived together at least for 6 months. Yeah, because we wanted people who were experiencing a little bit of the relationship, what it is in a relationship. And we wanted to support equitable, non-violent relationships among couples. And for the other part where we wanted to create this enabling environment, there was a support to those who were trained to become activists. 25% actually of the couples that were trained were given extra skills to become activists in their communities, to kind of multiply the impact of what they had learned and the change they had undergone. There was also an establishment of the women's safe spaces. These are physical spaces that were established in all the districts where we worked, and these were dedicated to support and the survivors of violence. And also there was the engagement, which was really key, of opinion leaders, which are really influential for those who know the context of Rwanda, to enable that whole activist to happen, and also to maximize the impact that we wanted to ensure will be sustained after the program was done. So on the next slide, please. And this was done just to reach these 3 objectives: to reduce all types of IPV and to challenge the social norms. Dr. Aziza talked about the role of social norms in creating a context of where violence happens. And we also wanted to improve responses to survivors. Although it was purely a prevention program, the women's safe spaces and the work we did with opinion leaders was also aiming and improving the services, the responses that were given to survivors, and also to kind of reduce or break the barriers for that help-seeking habit, which was not that common in Rwanda. So I had other slides that were talking about what we saw, the results. There was this big evaluation that has shown, if you can hold on that one, because I just included this slide, it shows how the RCT that was conducted has shown that there was an overall reduction of intimate partner violence, and this was seen in women who was said by women who participated in the couple curriculum, the couple program, at 56% overall reduction of IPV. And there was also reduction of IPV at 61, physical IPV at 60%. There was also reduction of economic IPV, which was really high, at 69%. And there was also a reduction of emotional IPV, which women appreciated a lot, at 45%. And although it was not intended, there was a reduction in children witnessing IPV. And we can all relate, as program people, we can relate to that as we think about programming. The co-occurrence of violence at family level is really key. So, and this was also testified. I mean, the RCT has found that men also said that there was reduction of IPV, overall IPV, at 46%. Of course, there is a little bit of discrepancy of what we found in men and what we find from women, but overall, I wanted to draw your attention on how it reduced violence at all the levels as we had anticipated, we had wanted to reach. So if we can go to the next slide, please. I want us to talk about now about the men engagement within Indashikigwa. So it's really impressive how we got 98% of men to attend the entire couples curriculum. This was
almost 6 months, 5 months and a half of men coming once a week for almost 3 hours and sitting in the sessions, and we got this high percentage of attendance. We'll see why, maybe in the other slides. And there was also, as maybe I didn't mention that, we wanted people to get extra skills and to become activists and take this approach, this teachings they got, and help other men and other women, the couples, to change their ways of living as couples. So men have shown also the same interest as women to continue being activists, which was really impressive. So how do we explain this, that big engagement? If we go to the next slide, please. Yes, so we talk about motivation, and I know Dr. Aziz talked about how do we motivate, how do we bring men on board. So about motivation, I would say that the Industry Kigwa, the way it was built, the couple curriculum and the overall program actually was framed, was positioned as not just an IPV prevention program, but a program that was there to help them build healthier relationship. So this is really something that struck people, and because, you know, there was this stigma attached to men as being perpetrators, and the fact that we positioned this Industry Kigwa as rather a healthy a program that was there to help them promote the healthy relationship, this attracted men, and they were feeling very comfortable. And it was such a deliberate choice for us as program people, not to target those people who were known to be living in violence, but to target couples, so every couple could benefit from this, right? And we realized later on, unfortunately, that most of the couples were living in violence. There was also this known, the known benefit, you know, of CARE VSLAs. CARE's Women Economic Empowerment Program was established, and VSLAs were recognized as really good forums, good avenues for people to develop economically. And this helped us because, as you can see, this male partner who testified, they said that they knew they will get something from CARE. They knew they would get something from CARE, and mind you, we did not really want to exclude men. Although women were the majority in the VSLAs, they were asked to come with their partners. So this was a motivation they knew already. So it's impossible. It's really important that you find a good entry point. The reputation of existing entry points is really key. And we found that it became like the couple curriculum, when we went to introduce it, it became really popular, and everybody wanted to be part of this, and we had to do a lottery. Okay, and at the beginning, we could sense that there were men who were there, maybe motivated by the ticket, the stipend we used to compensate their transport. And in the end, after like 3 or 4 sessions, they were testifying that they were really there for a good cause, and they knew they were going to benefit a lot from the program. Let's move to the next slide, continue about the motivation. If you go to the next slide, please, still talking about motivation. Yes, so we had, like, CARE had other programs that it implemented with the same partners. There was the GWEB program that people may know, Gender Equality and Women Empowerment Program, that was working with women and men, sometimes separately. But the men in the Industry Kigwa program appreciated being involved as couples. They thought this will really benefit their family more. And you can see that, you know, maybe they were thinking women have been really involved in this VSLA and were kept aside, but this as a couples program was gonna benefit the program. And this really motivated men to feel like engaged and calm. There was also this kind of benefit and kind of recognition, need for recognition. In Rwanda, for those who know the culture, and I know maybe Dr. Aziza and others may know, there is this common, it's cultural, the common thinking that men really like to be recognized as good people, and probably they want to
to clean the way they were portrayed as perpetrators. They want to be, recognized as good people, and therefore, when recognized as good people in the community, they were respected, and respect is a big deal for Rwandan men. So men who kind of transitioned from this couple, who transitioned into being activists, were really appreciated by the community. And this status, the new status that linked them to working with leaders, was really rewarding, and they were really motivated. So this is a good, like the quote from this male partner who said at Endline that instead of saying, look at how he used to be a drunkard, and when he's passing now, they were talking about him positively. The fact that they are changing the image, how they are seen, the recognition of the shift was really a motivation for them to keep engaged. And there were also some men who said that they were happy to join because they were asked by their wives to join. And I remember there was a case of a man who attended the curriculum. He was really in violent relationship and he didn't want to attend, but the woman said, please attend, at least I can get that stipend. And then when he came, like at the third session, he just came back home. He had left his home. So he was motivated at the beginning by the money, but also because the wife asked the guy to come. So we really valued the fact that women were the opportunity to bring on board, because the lottery happened with VSLA members, and when one had has been chosen to be part of the program, they were asked to bring their partners, their spouses. So this was really important to know. I'm gonna quickly shift and go to talk about the role of the cultural context. If we go to the next slide. Thanks, and apologies. We only actually have just under 5 minutes, so I'm sorry we haven't managed the time better, but just so you know. Okay, that's good. So I'll talk about the importance of this cultural context, and maybe I can skip a few slides. And I'm sorry, I thought maybe I kept my time. So this is all linked to the idea of being recognized in the community. There was this motivation that to be aligning with the local government priorities, and men wanted to be part of the whole development agenda, and contributing to this and being recognized as such constituted another incentive. Maybe we can skip that again, and I go to the next slide. I'm sorry about the time. Yes, so I wanted also to talk about this idea of how men had an opportunity to reflect on how they were raised. So Dr. Aziza talked about this, the social norms, and the fact that in Indashikigwa the curriculum itself was built in a way that create room for self-reflection, offering men time and room to reflect on the way they were raised and their own behavior, and the attitude towards violence was really important. It created actually room for reflecting on not only how they were raised and where they could change things. And someone talked about the power and the power dynamics. And we really, Indashikigwa, one particularity of Indashikigwa is that it really focuses on the concept of power and helping men to unpack the concept of power, understanding how power imbalances were at the origin of the violence they were perpetrating and violence they were suffering from. That was really a good point that helped men, rather than being brought in to talk about gender like we have been doing in the other programs, unpacking the power inequalities and the imbalances, that being about violence. So both on men and women, if you can scroll to the other slide, we realized that both men and women actually recognized also the importance of being activists, taking another step. Yes, you are changed, but you want also the change to be seen in your community. What do? You become an activist. So women and men recognize that when men are activists, they really engage other men. And I remember in the table that Dr. Aziz presented, it's really important to see that men
capture it. Men understand it better when they have room, but also they are talked to by other men talk to them, especially those who are changed. We talk about role modeling, but we also need to understand that the fact that they were enrolled into activism engaged more men to come and join the program. So I'm kind of rushing because I want to, we can skip the next slide. I can talk to that. It's about how we engage men in the women's safe spaces. Although I just wanted to mention that although the women's safe spaces were meant to be a space for women to attend, get support, and also participate in discussions, we ended up seeing the importance of allowing men to be part of this, to avoid backlash, to have the support that women needed, but also to kind of promote this holistic kind of community approach, having activists and having women's safe space facilitators, and also men to come as beneficiaries, but also those who are sharing in the women's safe spaces. Let's go to the next slide very quickly. We had challenges. So I had talking about challenges, but that's something that we encountered. So I know, Doctor, you talked about men who are portrayed as being bewitched. We had the same, but we also, during the CAPO curriculum, we realized that men tended to dominate again, but that was anticipated, and facilitators were trained to be able to help to facilitate in a way that both women and men have their say, because these sessions really asked people to be having time to reflect on their own ways of thinking, understanding about power imbalances, and take a decision that is informed. So this was a challenge that we got, but also of course, the change is a process. So we saw men who were trying to change and who were encountering difficulties in their community, trying to hide, trying to adhere to a context in the community. But the fact that we had men who were activists and men who had already changed and understood the benefit of changing, like you can see on this quote, these are the ones that helped other men to change, and support mechanisms were established, not only through the activists, but also through the other structures that we had with the local authorities. Very quickly, I don't know how I'm doing with time, but I just wanted to, yes, a few other challenges. If we can make this the last slide, and again, severe apologies. Yes, let's go to the last slide, because I want to highlight a few of the reflections that we had of what really worked for us to work with men. As you can see, working with couples really was promising. It helped us get more men engaged, and the recruitment mechanism through the established VSLs, but also through the spouses, and it already created that kind of power dynamic that was beneficial, benefiting the program. So we also like to considering the constraints that men undergo, what is expected from them. If they are providers of their family, are you going to compensate? This was a 21-week program, so we needed to look at that. So the structures that were existing were solely for women, and for us, where we realized that men were not part of the women forums, the convenings of the evenings, we asked the activists and women's safe facilitators to do some home visits, finding men where they are, and also don't neglect the cultural context, because we need them to feel appreciated, engaged, and also rewarded by the overall community. So I'll leave this to that. I don't know if I used all the 20 minutes, but I'm sorry the presentation was long. I'm open to the reflections and sharing in a plenary. Thank you so much. Over to you. Thanks so much. Thanks so much, Rita, and apologies to you and the rest of the team that we didn't manage our time properly. However, we do appreciate you sharing the lessons that you learned in the Shakrai program. I think that's to say that from the Malawi team here, we have also used quite a lot of learning in our programming from that program.
Colleagues, I'm asking for your key reflections in the chat box as we don't have much time. I would like to appreciate your presence, and I'm sure we have learned quite a lot from Rita as well as Aziza on how we can engage men. We'll be required to share with the rest of the team our reflections and what we have learned, and I'm capturing what is being said in the chat box. We'll make presentations. All these presentations be made to all of us. And once again, thanks for your participation. If you have any key learning from the two presenters, please, before you exit, share them in the chat box. At this moment, let me invite you all to give a round of applause to our presenters. You can put an emoji in the, let's give them a big round of applause, colleagues. Thanks so much, Rita and Aziza. So we are being asked to join the main group, and there is a link that has been shared. I hope we can all see the link. So let's go back to the main group. Thank you. Luke, anything? No, but thank you so much for presenting and for participating. Thank you very much. Okay, so colleagues, let's join the main group, and there is the link there. And if you have any key learning, I'll still remain behind, and you can share it in the chat box. We'll monitor until the last person has left. Any key learning from the rest of us? Those of you remaining? Any key learning? Luke, any key learning? I thought it was very interesting thinking about resistance as an entry point rather than a problem, but actually as a way of entering into that space. I thought that was very, very interesting. Okay. I'd suggest that we close this space as we step into the main room, if that's possible. Sure.